Sanders qui est en tête et moi après. Il s'agit simplement de préciser que Alain Sanders est quand même le principal contributeur et d'ailleurs l'éditeur de ce livre. Il a écrit, et j'ai écrit aussi d'ailleurs, puisque tout ce qu'il a écrit, je l'ai écrit. Si nous avions un cinéma français digne de ce nom, il y aurait longtemps que 2 ou 3 films auraient été consacrés à Laroirie. Ses aventures, tant en Amérique qu'en France, auraient pu inspirer des cinéastes en quête de belles histoires. Mais ne péchons pas contre l'espérance. Bien. Je ne sais plus qui a dit, parce que je perds un peu la mémoire, qui a dit quel roman que ma vie. Je crois que c'est Bonaparte, il me semble, à Sainte-Hélène, il me semble. Je pense que, naturellement, Armand de la Roirie n'a pas eu l'occasion de dire ça, mais enfin, c'est vraiment quel roman que sa vie. Parce qu'on y retrouve, parlez-moi si je reste assis, ça je n'ai plus le micro. On y retrouve, dans sa vie, tous les éléments qui constituent une aventure exceptionnelle, et même, disons, un roman exceptionnel. Si vous voulez, on atteint, toute révérence gardée, mais quand même, on atteint dans la vie de la Roirie du Tolstoï, le Tolstoï de Guerre et Paix. On y retrouve l'époque d'abord. Je vous la décris pas, vous la connaissez. C'est la révolution, le basculement de toutes choses, le fracas de tout ce qui s'écroule, le débordement de la haine. Il y a le pays ensuite. Je veux parler du théâtre de ce drame, qui est une petite, pas très importante, région de la Bretagne, des Côtes du Nord. Moi, je continue à les appeler les Côtes du Nord, jusqu'à Perpète, et qui est donc entre Cancale, Montcontour, Lamballe, etc., une région que je connais assez bien. Donc, il y a, c'est très particulier, les lieux qui sont là. Et les lieux qui sont là parlent d'eux-mêmes. On retrouve, si on connaît bien ce petit territoire et on y a circulé, on retrouve les chemins, les refuges, les maisons. On retrouve en particulier les châteaux, les 2 principaux, je veux dire, qui est le théâtre de l'aventure de la Roirie, c'est la Guillaumarais et la Faux-Saint-Gand, qui sont d'ailleurs tous les 2 introuvables, ou presque, même encore maintenant avec une carte du 25 millième de l'IGN. Les lieux parlent. Les familles. J'ai été étonné de voir, de comprendre que un certain nombre de familles dont les ancêtres ont été directement impliqués, engagés complètement dans l'aventure de la Roirie, au péril de leur vie, et même au sacrifice de leur vie le plus souvent, ont toujours des descendants qui, dans certains cas, occupent encore les lieux où ça s'est passé. Donc quand on s'intéresse géographiquement à la vie extraordinaire et à la mort de la Roirie, on ne peut que passer par eux. Ce sont des témoins. On se dirige très bien dans ce pays grâce à tout ça. Il y a dans cette aventure exceptionnelle, il faut compter, évidemment, les personnages. Alors, ils sont multiples. C'est Guerre et Paix de Tolstoï. Ils sont absolument multiples. Il y a de tout. Il y a les héros, les héroïnes, il y a les traîtres. Les traîtres sont très nombreux. Il y a des héros et des héroïnes qui atteignent quasiment le sublime, mais vraiment. Quant aux vilains, aux mauvais, les monstres, ceux-là, souvent, quand on lit toute l'affaire de la Roirie, deviennent des champions de l'horreur totale. Il y a une foule énorme, un peu comme dans Shakespeare aussi, de personnages secondaires. Il y a des jeunes filles absolument épatantes, qui courent partout, qui traversent le pays à cheval pour porter des messages. Il y a des domestiques et des paysans extraordinairement fidèles. Il y a aussi des indécis, bien sûr. Les indécis, il y en a beaucoup. Ils sont très importants dans l'histoire de la Roirie. On va voir comment ça va balancer. Et puis, il y a les traîtres. On est effaré par le nombre de traîtres qu'il y a pu avoir à cette époque, dans ce coin de Bretagne.
qui ne faisait que refléter la France d'ailleurs. Des traites pour toutes sortes de raisons, par idéal quelquefois, pas souvent, pour de l'argent, par lâcheté, par tout ce qu'on veut, par jalousie, par méchanceté. Et puis il y a le traître, le personnage, si vous voulez, opposé totalement dans ce qu'on pourrait appeler un roman de la Rouarie, c'est le fameux Chevrel, qui est l'archétype du salopard. Le salopard immonde. Bon, je vous décris pas le livre, pas du tout. Alain nous en parlera aussi, moi aussi. Et puis enfin, naturellement, il y a le phare. Le phare de cette affaire, c'est Armand Tuffin, marquis de la Rouarie. J'ai fait sa connaissance un peu tardivement. Naturellement, je n'ignorais pas, je me suis beaucoup intéressé aux guerres de Vendée, mais je n'ignorais pas la chouannerie, mais cette partie de la chouannerie qui est antérieure en fait à la chouannerie, l'aventure de la Rouarie, je la connaissais assez peu, bien que je vais dans cette région de Bretagne depuis une 50aine d'années. Et c'est chez l'écrivain Michel Mort, que j'ai été engagé, si vous voulez, sur la piste du marquis de la Rouarie. Tout le monde connaît Michel Mort, aussi ceux qui ne le connaissent pas vont faire pénitence immédiatement, mais écrivain breton, marin, chouan, académicien, royaliste, enfin tout ce qu'on fait de mieux, quoi. Il est mort et je salue évidemment sa mémoire, d'autant plus que c'était un ami, c'est une immense perte, et d'ailleurs tout le monde l'a oublié. Mais je vais me permettre de vous lire, en sautant beaucoup de passages, le passage de son livre qui s'appelle Le tombeau de la Rouarie. Vous savez que tombeau, ça veut dire éloge poétique, voilà ce que c'est, tombeau. Passage de Tombeau de la Rouarie, édité, je crois, en l'an 2000, par Gallimard. À l'écart de la route de Lamballe à Planquette, au bout d'une longue allée d'arbres, fermée par une grille entre deux hauts piliers, le château de la Guillaumarais est bien caché. Le château, bâti en équerre, comprend un corps principal de bâtiment à un étage qui doit dater du XVIIIe siècle. Une tour carrée, surmontée d'un toit pointu, incurvé, les domine comme un donjon. C'est sans doute la maison face à la grille où vivait le comte de la Guillaumarais et sa famille, et c'est dans l'une des chambres que l'on coucha le marquis et son domestique Saint-Pierre quand ils arrivèrent trempés et fiévreux après l'accident dans la forêt de la Hude au Dé, toute proche. La cour du château a dû changer depuis ces événements dramatiques. C'est par l'une des fenêtres que l'on voit qu'un soldat de la troupe que commandait la Guillaume Morillon, c'est la fraude de la série, celui-là, jeta la tête du marquis. Fichée au bout d'une baïonnette, elle fut promenée dans cette cour, la cour du château de la Guillaumarais. Dans cette cour est la grande allée centrale, au milieu des chants de Saïra, des cris de profanation de la soldatesque. C'est par un sentier sans barrière qu'il faut prendre pour aller au tombeau. Ce sentier porte aussi un écriteau avec le mot tombeau, mais c'est un troisième écriteau. Si vous trouvez facilement le tombeau, d'ailleurs, quand vous y allez, il faut une certaine habitude. Mais c'est un troisième écriteau, fiché à un arbre, décoré d'une simple fleur de lys gravée dans le bois qui indique le bon chemin. Le lieu semble, c'est toujours Michel Mort, je vous signale, le lieu semble impénétrable et l'on désespère de voir la fin du sentier par endroits à peine tracés quand, soudain, les branches s'écartent et l'on débouche sur une large clairière au centre de laquelle s'élève le tombeau. C'est un simple amas de grosses pierres empilées. Il est difficile d'imaginer tombeau plus rustique. Je pense, écrit toujours Michel Mort, qu'on en a eu raison de garder intacte cette tombe grossière, perdue dans les bois, et qu'il faut un peu de temps pour découvrir.
elle convient à ce combattant, si longtemps méconnu, de causes dont l'une a triomphé et dont l'autre a été perdue, mais qui a combattu pour l'une et pour l'autre avec le même courage. Un courage malheureux pour la cause de la monarchie, le marquis n'a pas survécu à son roi. C'est un saisissement du cœur qui étreint le pèlerin. D'ailleurs, c'est vrai, quand on voit ce tombeau de la Rouarie, c'est pas une marche touristique, c'est un pèlerinage. C'est un saisissement de cœur qui éteint le pèlerin quand, après avoir erré quelque temps dans les bois, il débouche sur la clairière et contemple la pyramide de pierre et la croix sur le lieu même où le corps fut enterré en pleine nuit. Sur cette pyramide, il est marqué, marquis de la Rouarie, mort le 30 janvier 1793, le mal qu'il emportait fut sa fidélité. En fait, avant de mourir, et après avoir appris la mort du roi, il eut 2 jours d'agonie. Il avait été tellement frappé, tout dans son cœur, son esprit, ses muscles, sa façon de tout, tellement bouleversé qu'il avait été pris d'une gigantesque sorte de commotion cérébrale, c'est-à-dire que le choc qu'il avait causé, quand le roi de ce temps-là, ça ne s'est arrivé qu'une fois chez nous, le roi était comment dirais-je, exécuté, assassiné, c'est une chose primordiale. Le roi, c'était le pays. Le roi, c'est le pays. Si on assassine le roi, si on tue le roi, on tue le pays. Donc, le choc émotionnel de la Rouarie était énorme, épouvantable. Il se réveillait, il criait la nuit, il demandait ses armes pour partir au secours, il se mettait à pleurer, pendant 2 jours, il a été dans un état épouvantable. Et quand je suis allé, la première fois, il y a un bout de temps déjà, j'avais lu Michel Mort. C'est à cause de Michel Mort que j'ai trouvé le tombeau et le château de la Guillaume-Marais. Quand j'y suis allé, je méditais assez longuement, j'y vais tous les ans d'ailleurs, méditais assez longuement devant le tombeau de la Rouarie. Et c'était d'ailleurs dans une saison froide, donc j'étais tout seul. Et j'ai pensé peut-être que son immense colère, cette tristesse, ce désespoir qui l'ont saisi et qui l'ont conduit à la mort 2 jours plus tard, n'était peut-être pas causé uniquement par la mort de Louis XVI, mais peut-être, ça c'est ma réflexion à moi, mais peut-être par un certain nombre de visions peut-être que Dieu, peut-être, lui aurait en même temps dans son délire communiqué. Il a donc été conduit à la mort par la mort de Louis XVI. Peut-être faut-il y mêler aussi l'échec de la Restauration, la double abdication de Charles X et de son fils, le dauphin, qui fut Louis XIX pendant 3 minutes. Il a peut-être été aussi impressionné par la triste fuite de Louis-Philippe. Il a peut-être aussi été fort impressionné par la bataille de la Panetière en 1832, dans l'aventure aussi tout à fait étonnante de Marie-Caroline, où un certain nombre de jeunes gens furent tués en 1832 pour rétablir la royauté légitime. Peut-être aussi se mêle dans le désespoir de la Rouarie le refus du comte de Chambord, qui était motivé, comme vous le savez, je n'entre pas là-dessus. Peut-être aussi y a-t-il les illusions perdues du comte de Paris. Il y a peut-être aussi la mort tragique du prince Alphonse, duc d'Anjou, en 1984. Et peut-être il y a aussi une vision qui a pu le traverser des 2 princes auxquels actuellement nous avons affaire, ceci dit, sans prendre naturellement parti. Et là, pour terminer, en m'excusant, vous demandant d'excuser, de me citer moi-même, je veux vous lire quelque chose que j'ai écrit dans Le Roi au-delà de la mer en l'an 2000.
quand on représente une course perdue, ou presque, il faut sonner de la trompette, sauter sur ton cheval et tenter la dernière sortie. Faute de quoi l'on meurt. De vieillesse triste, au fond de la forteresse oubliée, que personne n'assiège plus parce que la vie s'en est allée ailleurs. Cette phrase, que je serais plus capable d'écrire maintenant, c'est vraiment 2000, cette phrase était en fait destinée à Jean et à Louis. Prince Jean, Prince Louis. Et je ne vois, pardonnez-moi, et peut-être que la Roirie l'a vu aussi, je ne vois aucun de ces deux princes monter sur leur cheval blanc et partir. Mais partir quelque part. Voilà. Pour moi, j'en ai terminé, pas tout à fait, bien entendu, pour enchaîner tout simplement maintenant sur le fait que, il y a 2 ans, mon ami Sanders, que je connais depuis la guerre de 70 à peu près, est venu en Bretagne chez moi et je l'ai emmené à la Guye-au-Marais en pèlerinage sur le tombeau de la Roirie. Et à ce moment-là, j'ai eu cette phrase à la fois malheureuse et pas malheureuse. J'ai dit, c'est étonnant, il faut écrire un livre là-dessus. Alors, il se trouve que à mon âge, je suis beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins prolixe qu'autrefois. Voilà, je maîtrise mal les choses, ce qui fait que Alain Sanders, c'est pas le contributeur total, non, mais le contributeur majeur de ce livre, dont j'ai été, pas moi, mais la Roirie, mais par Raspail interposé, l'aspirateur. Voilà. Alors on va retrouver, vous inquiétez pas, Jean Raspail, parce qu'il fait un peu la coquette, tout ça, mais on va te retrouver. Ne serait-ce que par le fait qu'on gardera quelques questions comme il le faut. Alors vous savez, quand le bon Dieu n'a pas envie de signer, il y a quand même des choses qui arrivent. On appelle ça une coïncidence, on appelle ça le hasard. Il n'y a pas de hasard. Ce matin, je prends un journal du matin et j'ai ce titre. La révolte des Bretons. En une. On est en 1787. Et je crains, hélas, qu'on soit en 1787. Et puis, on vient ici, et je vais par la place qui est un petit peu plus bas, là, en bas c'est la place de Iéna, non? Non, oui, bon. Il y a une statue de l'autre héros des 2 nations. Non, voilà. Je pense que vous m'entendez là. Hein. De l'autre héros des 2 nations qui est Lafayette, puisque le titre de notre ouvrage, avec Jean Raspail, alors je vais vous dire au passage, hein, là aussi il dit, oui, Alain Sanders, ce contributeur majeur, je vais vous dire que pour moi, avoir écrit et signé un livre avec Jean Raspail, c'est comme si on m'avait donné la Légion d'honneur à l'époque où la Légion d'honneur était d'honneur. Voilà. Quand le livre est sorti, je me suis dit, si tu meurs demain, impec. Enfin, attendons un peu, mais ça serait passé. Et puis, je vous dis, seconde coïncidence, signature de Dieu quand il n'a pas envie de signer, on est dans la rue de l'amiral d'Estaing. Or, cet amiral d'Estaing, qui n'a rien à voir avec celui qui faisait des emprunts, y compris des noms d'emprunts, cet amiral d'Estaing, son destin a croisé ici ou là celui de l'autre usurpateur, non, l'autre héros des 2 mondes, Lafayette, et ce vrai héros qu'a été la Roirie. Ils se sont croisés parce que l'amiral d'Estaing, comme vous le savez, il était vice-amiral pendant la guerre d'indépendance. Il n'a pas été très bon au combat. Contre les Anglais, il est envoyé pour aider les insurgents, les révoltés américains, on va en parler, avec la Roirie. Et puis, il prend une raclée devant Rhode Island, il prend une raclée devant New York, il prend une demi-raclée devant l'île de la Grenade, et puis il prend une autre raclée encore devant Savannah. Bon.
mais c'était quand même un grand amiral, et vous savez qu'au moins, il a été guillotiné en 1794, ce qui l'absout de toutes les petites erreurs et même quelques petits arrangements avec les républicains à un moment. Hein. Il n'a pas toujours été clair, ça n'a pas empêché de payer de sa vie. Il y en a d'autres qui l'ont payé. Philippe Égalité lui-même, qui a été encore moins clair, est mort aussi ignominieusement, traîné jusqu'à Marseille, où on tuait déjà beaucoup. Et donc, voilà une deuxième coïncidence. La révolte des Bretons. Et puis, Jean Raspail a raison, parce que nous étions, il y a 2 ans, et encore l'année dernière, et en arrivant devant ce château de la Guillaumarais, ceux qui y sont allés, allez-y, parce que ça prend le cœur. Jean Raspail vous l'a dit, c'est une famille qui est là, monsieur Stéphane de la Blancharddière, qui est là tous les étés avec sa famille, une grande famille, des filles qui sont belles comme le jour, des garçons qui sont beaux comme l'amour, ou le contraire. Eh bien, on était discrètement en train de cheminer vers le tombeau. Et une des filles est allée dire à son père, Jean Raspail est là. Aussitôt, les cloches, le canton, ça a été comme si les chouans revenaient. Il y a eu un rassemblement de peuple, les paysans sont venus, l'encens, la myrrhe, et très vite, au retour, monsieur de la Blancharddière dit, vous n'allez pas repartir comme ça, rentrez, j'ai des livres à vous faire signer, Jean Raspail, tac, tac, on a pris un petit bourbon, bien sûr, on a discuté, et il nous dit, vous devriez faire un livre. Alors Jean Raspail, comme il vous l'a dit oui, bon, parce que il ne voulait pas être malhonnête avec ce monsieur qui venait de nous offrir le pain et le bourbon, mais et il dit, ben écoutez, si mon ami Sanders veut qu'on le fasse ensemble, pourquoi pas? Et c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais moi-même j'étais un petit peu réticent, non pas que je ne voulais pas le faire, mais je savais qu'il y avait eu des livres. On n'est pas des découvreurs sur le sujet. Il y a eu notamment un très gros livre magistral de G. Le Nôtre. Je vous dis G. Le Nôtre, c'est Gosselin Le Nôtre, hein, parce que souvent je vois chez les... Voilà. Oh, ça c'est le petit, ça. Ah oui, c'est le gros, mais j'ai plus mes yeux de matin. Souvent je vois dans les revues d'histoire, je vois Georges Le Nôtre. Bon, c'était Gosselin Le Nôtre. Et il a fait un livre formidable, qui est fouillé, qui est précis, qui a des archives, mais il n'y a rien sur l'Amérique, par exemple. Rien. Il y a celui de Job de Roincé, qui est très sympa. Il y en a un de monsieur Bazin, qui est un bon livre, parce que là, il touche à l'Amérique. Mais on savait, et puis il y a eu le Michel Mort, que Jean Raspail a évoqué, mais qui est pas une histoire de la Rouarie, qui est un tombeau dans le sens élégiaque du terme, qui est un hommage, qui est une évocation, qui est une méditation. Et quand souvent on fait une méditation, quand Chateaubriand écrit un livre sur Rancé, l'abbé Tempête, hein, eh bien il écrit plus sur Chateaubriand que sur Rancé. On en apprend plus. Quand on lit le tombeau de la Rouarie, on entre profondément dans la personnalité même de Michel Mort, plus peut-être que dans celle de la Rouarie. Un petit bonbon. Donc, voilà, nous décidons de le faire. Pour ma part, disant à Jean Raspail, ce qui n'étonnera pas ceux qui me connaissent, je prends la partie américaine, et nous voilà partis pour cette aventure qui va finalement aboutir. Et elle va aboutir dans l'esprit que nous voulions. Nous ne voulions pas faire un livre érudit. Pour la partie française, il y a le Gosselin Le Nôtre. Mais qui, à part nous autres, à part quelques-uns, à part les Happy Few, à part cette petite poignée, à part ces derniers défenseurs d'Alamo, dont il faut sortir sur un cheval blanc, sinon on meurt triste et vieux, comme vous l'a expliqué Jean Raspail. Il faut toujours sortir du fortin assiégé, même quand il est plus assiégé peut-être. Eh bien, nous voulions faire un livre vivant, un livre d'aventure. Il y a les éléments, Jean Raspail vous l'a dit, il y a les éléments pour faire des films, pour faire des séries de films. On a souvent, ce qui n'est pas mon cas, on a souvent, à l'égard des Américains, un regard un peu méprisant.
ceux qui sont allés aux États-Unis sur les champs de bataille de la guerre de sécession savent qu'il faut regarder ce qu'ils font et parfois s'en inspirer. Quand je vais à Alamo, qui a été une petite escarmouche, que je vois ce sanctuaire, la chapelle qui reste, où vous rentrez en chuchotant, où vous retirez votre casquette, votre béret ou votre chapeau en rentrant, où il y a une espèce de vénération, où il y a une espèce de reconnaissance. Alamo, c'est quoi? Nous, on a la maison de la dernière cartouche à Bazeilles. Moi, je suis un ancien de la coloniale, un ancien para de la coloniale. Bazeilles, pour moi, tous les ans, je le fêtais, enfin tous les ans, pendant que j'étais dans mon régiment, nous fêtions Bazeilles. C'est pour ça que la coloniale porte une cravate noire depuis cette bataille de la dernière cartouche à Bazeilles devant Sedan. Eh bien, quand vous allez à Bazeilles, c'est à pleurer. C'est à pleurer. C'est un misérable musée, avec un pauvre gardien, avec des lambeaux, avec 2-3 pauvres livres cornis sur lesquels les souris ont fait caca et qu'on rangeait les rats. Quand vous allez sur le moindre champ de bataille, il y a un champ de bataille de la guerre de sécession dans le Tennessee qui s'appelle la bataille des pierres, Stone River, la rivière de pierres. Eh bien, vous vous dites, je vais aller sur un champ de bataille qui s'appelle Stone River, je vais voir des pierres. Eh bien non. Vous voyez un cyclorama, vous voyez un itinéraire, vous voyez des gardiens qui sont en uniforme, vous voyez des jeunes femmes qui sont en uniforme. Vous allez dans un petit musée où il y a plus de livres que dans certaines de nos bibliothèques, en tout cas des livres mieux choisis. Vous voyez des petits souvenirs, des petits soldats de plomb, des petits objets ramassés sur le champ de bataille. Il y a un amour de ces choses-là. Nous, on n'a pas un film sur Sidi Ibrahim, la bataille de Sidi Ibrahim. On n'a rien. On n'a rien sur Cameron. On n'a rien sur Bazeilles. On n'a rien sur la Rouarie. Quand vous allez en Virginie, il y avait un colonel gris qu'on appelait The Grey Ghost, le fantôme gris, qui était le colonel John Mosby, qui, avec des partisans, comme la Rouarie dont nous allons parler, eh bien, s'est battu contre les soldats bleus. N'oubliez pas le général de Beauregard, Toussaint de la Beauregard, qui était un des grands généraux sudistes, qui descendait, qui avait un aïeul qui s'était battu en Vendée. Et il disait, pendant la guerre de sécession, les bleus sont des Jacobins, les blancs, les gris en l'occurrence, sont des Vendéens. Vous avez bien compris les choses. Eh bien, vous avez cette espèce de John Mosby. Il y a eu une grande série télé qui a duré, un peu traitée comme Robin des Bois, parce qu'à un moment, un héros comme ça, on finit par lui attribuer des aventures qu'il n'a pas pu vivre. On ne peut pas vivre toutes ces aventures. Mais au moins, il y avait ce phénomène-là. Je rêve, moi, d'un jour, d'un film ou d'une série, des téléfilms qui se passeraient dans ces endroits-là. Il y a des endroits, Jean Raspail vous les a décrits. Vous arrivez dans des mondes au-delà du monde. Vous passez le rideau de pluie, comme dirait Michel Déon dans le Taxi Mauve. Hein. Vous allez de l'autre côté. Et au début du livre, nous citons cet exemple, le château de la Rouarie, qui se trouve à Saint-Ouen-la-Rouarie, pas loin de Fougères. Eh bien, en 44, pendant la percée d'Avranches, pendant ces combats, pendant que l'armée Patton avance, les Américains dépêchent une Jeep avec 4 colonels. Vous imaginez ça, on est en plein combat. Il y a une Jeep. Et cette Jeep, elle va où? Eh bien, elle va chercher la maison du colonel Armand. Alors, vous imaginez ces 4 Américains qui demandent la maison de Rouarie. Bon. Alors, ils tournent, ils essaient colonel Armand, et ils tournent, ils trouvent rien. Et puis, à un moment, ils arrivent quand même, et il y a Madame Barbier. Ce sont toujours les Barbiers qui sont, si vous allez, je vous recommande d'aller voir ce château, qui est une merveille. Je vous dirai dans quelles circonstances il a été refait entièrement par la Rouarie lui-même. Eh bien, Madame Barbier les accueille, vous êtes les bienvenus. Mais Madame, ça fait 2 heures qu'on cherche le château, personne ne nous renseigne. Oh, vous savez, nous habitons au fin fond du pays. Oui, ben enfin, nous avons dit la Rouarie, personne ne connaît. Oh, c'est des choses du passé. On a dit le colonel Armand. Oh, vous savez, dit-elle, tout ça. Mais madame, c'est insensé, disent-ils, non pas avec cet accent, mais avec un accent plus prononcé du Texas. Madame, c'est insensé. La Rouarie est connue chez nous plus que Lafayette.
La rouaillerie est connue chez nous plus que la faïence. D'où la justification du titre de notre ouvrage, l'autre héros des deux mondes. Alors, si vous allez à Fougères, il y a l'hôtel dit de la Bellinais. Aujourd'hui, je crois que c'est un tribunal. Vous imaginez, c'est un tribunal de la République. La maison natale de la rouaillerie. Bon. Mais, il y a une très belle statue devant, avec le geste, il est comme ça. Elle est reproduite. On a mis quelques petites reproductions, parce qu'on aime bien mettre le visuel, c'est agréable aussi pour se pénétrer. Eh bien, cette statue a été offerte par les Américains. Pas par la ville de Fougères. Pas par l'État français. Elle a été offerte par les Américains. Alors l'inscription le rappelle, d'ailleurs, elle a été inaugurée par un ambassadeur américain. Quand vous allez à la Guillaumarais, qu'évoquait tout à l'heure Jean Raspail, devant ce château, s'est passé des choses terribles, vous avez un petit bout de territoire, grand comme 2 fois la table, qui est territoire américain. Et là, il y a le drapeau français, il y a le drapeau breton et il y a le drapeau américain. Et là, il y a une inscription, un hommage, une plaque de marbre qui rend hommage au marquis de la Rouaillerie de la part du peuple américain. Alors, c'est cette partie-là, au-delà de ce que le nôtre a fait, que nous avons aussi voulu rendre, parce qu'elle est très importante. La Rouaillerie, en 2 mots, est née donc, je vous l'ai dit, à Fougères, en 1750, et c'est un garçon de bonne famille locale, aussi bien du côté de son père que du côté de sa mère. Du côté de son père, c'est les Tuffins de la Rouerie, une famille attestée sur les lieux depuis au moins le XIIe siècle, et du côté de sa mère, c'est les Bellinais, monsieur de la Bellinais, son oncle, un oncle un peu olé olé, mais on en dira peut-être un petit mot, et il a donc une éducation qui se passe entre Fougères, l'hôtel de la Bellinais, qui existe toujours, que vous pouvez voir à Fougères, et puis ce château de la Rouaillerie, à Saint-Ouen-la-Rouaillerie. On dit la Rouaillerie en Bretagne, les gens disent la Rouerie, et on s'est battu avec Jean Raspail, il a fallu qu'on refasse tout le livre, parce que j'avais oublié de mettre... j'avais oublié les trémas. Je peux vous dire que c'est pas passé dans le... Bon, donc on a rajouté tout ça. Eh bien, la Rouaillerie va être élevé par sa mère, parce qu'il est orphelin assez jeune. Il va avoir une bonne éducation, parce que Madame de la Rouaillerie, c'est l'homme de la maison, c'est l'aîné désormais, il faudra. Et puis quand il a 16 ans, eh ben, on l'envoie aux gardes françaises à Paris. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud, quand on a 16 ans, encore moins. Et qu'est-ce qu'il fait, ce fils de famille? Eh ben, il jette sa gourme, et il fait un peu la vie. Il a de l'argent plein les poches. Il va voir les actrices, il va voir les chanteuses d'opéra, il va voir les demi-mondaines, il va voir les mondaines pleines, il va voir tout ça. Et puis, ce qu'on sait moins, c'est que, un peu plus tard, là, il a 17 ans, 18 ans, mais plus tard, eh bien, pour plaire aux dames, il y a un côté dandy, avant la lettre, avant que le mot existe, pour plaire aux dames, il apprend à faire des bouquets. Et jusque-là, moi, j'adore composer des bouquets. Mais je ne m'en vantais jamais, parce que je trouvais que ça faisait un peu tarlouse. Depuis que je sais que la Rouaillerie faisait des bouquets, je fais des bouquets comme la Rouaillerie. Donc, il prenait des cours pour pouvoir faire de beaux bouquets et les offrir aux dames. Alors, il offrait tout ça aux dames, il a du succès, et il a un commerce de lit avec une jeune et jolie jeune femme qui s'appelle Mademoiselle Fleury, et qui a un coquin. En plus de ce jeune homme, elle a ce jeune homme un peu fringant, elle est contente, et puis elle a un coquin pour pouvoir payer son logement, qui n'est autre que monsieur de la Bellinais, que l'oncle. Alors, je vous raconte pas, Jean Raspail vous disait c'est un roman, c'est aussi un vaudeville parfois. Il y a un soir, il est là, il lui dit, je viens, je vous donne ma vie, je vous aime, je suis tout à vous. Notez qu'il aura un enfant d'elle, un petit Armand, qu'il ramènera au château de la Rouaillerie, qui sera élevé au château par sa mère tout à fait normalement, qui s'appellera Armand, et qui sera un garçon formidable, puisqu'il tombera au sein, après la mort de son père, il tombera dans les combats, il sera chouan lui-même, et il tombera dans les combats. Mais voilà, il a ce commerce de vie. Un jour, il est là, il lui fait cette déclaration, mais je ne peux pas, j'ai déjà quelqu'un, dit-elle, et il est monté par une échelle. Oui, vous mettez ça dans une pièce de théâtre, c'est du marivaudage déjà, bon, avant aussi. Il monte
Et puis, hop, on entend le coquin. Oh, voilà mon bon ami qui arrive, dit-elle. Hop, il redescend par l'échelle et il se sauve. Mais l'oncle a vu l'échelle. Il lui dit, Madame, entre nous, tout est fini. Bon, alors elle se retrouve sans personne. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors la légende dit, mais ça, on a à peine esquissé dans le livre, qu'il serait parti comme l'abbé Rancé, donc que j'évoquais tout à l'heure, le fameux abbé Tempête, qui avait été un coureur de jupons, etc., et qui est réformateur de la Trappe, excusez du peu. On dit qu'il serait allé 2-3 jours à la Trappe. Mais le prieur, le responsable, l'officier psychologique de la Trappe, hein, comme il y a des officiers psychologiques à la Légion, il y avait, jadis dans les monastères, il y avait des officiers qui voyaient si vous étiez là pour passer ou si c'était pour... Ben, au bout de 3-4 jours, lui aurait dit, allez, repars. Alors il repart, il revient à Paris, il se bat, il fait des duels, et un jour, il est à table, il y a un Bourbon-Busset qui est là, cousin du roi. Et le Bourbon-Busset dit, je trouve ce poulet pas assez cuit. Et notre bon Larouari dit, moi je le trouve parfaitement à point. Monsieur, je vous dis qu'il n'est pas, il est parfaitement à point. Monsieur, vous m'en rendrez compte. Ils font un petit duel, tac, 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 tac. Larouari, qui est plus jeune que le Bourbon-Busset, tac, lui en colle une. On croit qu'il va mourir, il ne meurt pas heureusement, mais le roi, Louis XVI, dit, je suis obligé de le faire pendre. Hein. C'est interdit, ça. Alors s'il veut pas, hop, qu'il aille un petit peu à Genève se faire oublier. Alors il va se faire oublier, je passe tous ces détails, et il acquiert un grade, il a un petit grade, mais il monte pas assez vite dans les gardes françaises. Et puis à l'époque, comme plus tard, puisqu'on est, tiens, je pense à Edith Piaf, puisqu'on est dans le mois de sa disparition il y a 50 ans, qui chantait le fanion de la Légion, mon amant de la coloniale, mon légionnaire, hein, tout ça, on pourrait plus chanter. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fanion de la Légion. Les salopards sont dans la plaine, et le fanion de la Légion, etc. Vous ne pourrez plus chanter. Eh bien, à cette époque-là, on partait aux colonies. Mais à l'époque de la Rouarie, les jeunes qui trouvent qu'ils ne montent pas assez vite en grade, ils partent aux Amériques. Ils vont aider les insurgents, les insurgés, les révoltés. Et c'est là que la Rouarie prend déjà le pas sur Lafayette, c'est qu'il part 4 mois avant que Lafayette ait l'idée de partir. Parce que Lafayette, lui, il faut que sa mère, il est très riche, Lafayette. Hein. Il n'y a aucune comparaison entre la Rouarie et Lafayette quant au volume de ce que pouvait, l'argent que pouvait avoir un Lafayette, et ce qu'avait la Rouarie. Lui, il ne pouvait pas, comme Lafayette, louer un bateau. Vous avez vu qu'on va remettre l'Hermione, là, bientôt. Bien. Donc, il part aux Amériques. Alors, il part pas quand même tout seul. Il part avec son barbier, il part avec le fameux Saint-Pierre, toujours fidèle, et un troisième, il a 3 serviteurs. Ils arrivent au large des côtes, là, les Anglais, toc, les Anglais attaquent, ils sont canonnés, et ils arrivent tous les 4 en nageant, complètement nus, sur la côte américaine. Et là, bien sûr, il va très vite aller voir Washington, se faire reconnaître, se faire donner un groupe, il va racheter, plus exactement un Suisse allemand, il va racheter une compagnie, hein, qu'on va appeler la Légion Armand, et il va l'emmener dans des combats très difficiles, puisque à chaque fois il perdra des hommes, il faudra qu'il se batte pour avoir déjà la jalousie entre ces nobles et ces petits nobles sur le terrain américain préfigure ce que sera la pétaudière de Coblence bien souvent. Hein. Donc il réussit quand même à se montrer, il est blessé, il est premier au combat, il enlève une place forte, il est de l'affaire de Yorktown, il est félicité, il est nommé colonel et il est nommé général. Alors, je vous passe tous les détails, sauf ce qu'il restera le dernier officier français aux États-Unis, le dernier, c'est-à-dire qu'il rentrera 6 mois après Lafayette, pour être sûr que tous ces hommes aient touché une solde, un arriéré de solde, quelque chose, pour ne pas les laisser. Voilà déjà, sur cette partie américaine, une différence avec Lafayette. Pendant ce temps, Lafayette, qui était l'homme des loges. Alors, quand on va parler de la franc-maçonnerie, tout le monde en était, hein, à l'époque. Même peut-être la Rouarie lui-même, à Rennes,
a fréquenté une espèce de loge. Mais Lafayette, quand il revient, les loges disent, c'est cet homme-là qu'il faut. Et on va organiser un coup de com', comme on dirait aujourd'hui, un coup de communication extraordinaire. On le fait descendre dans Paris à cheval, sur un cheval blanc, il est là. Les femmes viennent embrasser l'étrier ou les bottes de Lafayette. Il est partout. C'est le général extraordinaire. Et quand... C'est le coup de la Kosovar. C'est le coup de la petite Kosovar, oui. Voilà, exactement. Voilà, exactement, c'est ça. La petite Kosovar qui ne peut pas rentrer dans son... Non, mais tu as raison, elle ne peut pas rentrer dans son pays parce qu'elle est venue en France à 11 ans, mais elle ne parle pas albanais. Je ne sais pas ce qu'elle parlait avant, mais elle parlait italien, en fait, parce que c'est bon. Mais c'est une autre histoire. C'est pas une famille kosovare. Alors, mais c'est un autre sujet. Mais tu as raison, c'est un coup de com'. C'est un coup de com', tout fonctionne comme ça. Donc, quand il arrive, lui, 6 mois plus tard, eh ben, il est bien accueilli en Bretagne. Mais, ça y est, Lafayette a capitalisé toute cette gloire-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va rentrer dans son château. Il va détruire le vieux château et refaire le superbe château que vous pouvez revoir aujourd'hui avec des jardins à la française. Extraordinaire, bâtiment. Il a gardé la vieille chapelle, quand même. Et puis là, il va scandaliser, non, mais il va étonner le pays parce que il a sa très belle cousine Thérèse de Maulien qui en pinçait pour lui. On ne sait pas trop. Mais bon, on sait pas. Ça ne nous regarde pas. Mais elle était très belle, c'était une Amazone, c'était une cavalière, elle se battait. Et puis, il est revenu avec un major américain qui s'appelle le major Schaffner, qui va être d'une fidélité à toute épreuve, et puis un singe apprivoisé. Et les voilà tous les trois à travers la campagne bretonne que tu connais encore aujourd'hui. Hein, vous voyez ce que ça pouvait être à l'époque. Ils passent à travers les champs, ils passent à travers les bois, ils vont à la chasse. La belle Thérèse en Amazone avec les cheveux, les rubans, lui qui avec son uniforme d'officier, de général américain, le Schaffner qui a celui de major, et puis le singe sur l'épaule. Alors là, vous imaginez les populations bretonnes. Le colonel Armand devient aussi populaire en Bretagne, dans ce petit pays-là, autour de Lamballe et Saint-Brice et tous ces petits coins-là, mais au-delà, bien sûr, jusqu'à Rennes. On parle du colonel Armand. Si bien, tant et si bien, que quand il va y avoir l'affaire des États bretons, le fait que les accords qui existaient entre le duché de Bretagne depuis Louis XII et la duchesse Anne et la France, hein, c'était pas une province comme une autre, c'était un duché qui, de son plein accord, qui de ce fait avait des droits, avait des privilèges. Je vais vous donner un privilège, par exemple, parce qu'on va retrouver le personnage, c'est Jean Cottereau. Jean Cottereau dont on dit qu'il était faux-saunier, ce qui ne voulait pas dire qu'il faisait du faux sel. Ça veut dire qu'en Bretagne, grâce au privilège, le sel était vendu 0,50 centimes d'euros. J'invente, le kilo. Alors que dans la Mayenne à côté, il était vendu 1,50 €. Donc ces faux-sauniers allaient acheter du sel pas cher en Bretagne et le revendaient à 1 € au lieu d'1,50 €, ce qui était strictement interdit, comme vous le savez. Ce qui vaudra à notre bon Jean Cottereau, qui sera Jean Chouan. Un jour, les Gabelous le coincent, il en tue un, et il est condamné à mort. Sa mère partira jusqu'à Versailles, pieds nus, pour demander la grâce. Là, elle tombera sur un représentant de la Bretagne, un haut seigneur, qui obtiendra la grâce de son fils. Et à partir de ce moment-là, la famille Cottereau sera la famille des Chouans, les Jean Chouan, avec lequel, sans doute, la Rouarie a fait le coup de feu une fois ou deux. Et là encore, nous l'avons mis un petit peu dans les livres au conditionnel, parce que il y a un combat où on signale un officier qui pourrait être la Rouarie et qui prend un peu, qui coordonne un peu les combats. Mais en même temps, la guérilla, il l'a connue. Il s'est battu avec des légionnaires. Il a même inventé, peut-être, enfin, il l'a inventé, les Indiens. Les Indiens l'ont beaucoup aidé aux États-Unis. Donc, avec les Indiens, il sait comment se planter, etc. Et donc, ce Cottereau, toute la famille y passera. Toute la famille tombera au combat, il sera guillotiné. Et donc, ce Cottereau, toute la famille y passera. Toute la famille tombera au combat, il sera guillotiné. Mère, père, Cottereau,
son frère, ses sœurs, tout le monde y passe. Et, là aussi, le mal qui les a emportés, c'est la fidélité, un peu comme la roi. Je vais très vite. Il prend fait et cause pour que les droits de la Bretagne soient respectés. On est en 1787. Il y a des émeutes à Rennes. On se bagarre. Il est là. Il fait le coup de poing dans la rue. Il tape sur les CRS. Il tape sur le gouverneur qui représente le roi, etc. Et puis, il est désigné avec 11 gentilshommes bretons, le colonel Armand. On va à Versailles. À Versailles, comme disait Jeanne, on les calcule pas. On les ignore. On les méprise. Et on les met même à la Bastille. On les met à la Bastille un 14 juillet 1787. Là encore, c'est mon Dieu qui cite, c'est en décide. Bon, 14 juillet 1787. Bon, ça se passe assez bien parce que il a des amis en ville, il fait venir un billard, j'y reste un petit moment, et il revient en Bretagne. Et là, il continue et la Révolution arrive. Vous voyez un petit peu ce qui se passe, et il va mettre sur pied une association bretonne avec l'appui de Monsieur de Noyant, dont il avait voulu épouser la fille. Mais Monsieur de Noyant a dit ce lascar. Bref, il va épouser une autre jeune femme, très belle, mais phtisique. Et de là, on va retrouver le traître de Jean Raspail tout à l'heure. Pas le traître de Jean Raspail, le traître de Jean Raspail. Le fameux docteur Chevetel. Le fameux docteur Chevetel, puisque sa femme est malade, il appelle de Saint-Brice de Bazouge, Saint-Brice de Bazouge, qui est pas très loin du château. Il l'appelle, il vient le soigner, et c'est un médecin dont le père était un médecin très réputé, royaliste, et qui avait soigné le petit Chateaubriand. On n'est pas loin de Combourg, là. Ils se connaissent tous, hein. Chateaubriand, lui, je vous parlais de la belle Thérèse de Molien tout à l'heure. Chateaubriand, dans ses mémoires, il dit la belle Thérèse de Molien. Bon, donc il soigne un petit peu, et ils ont le même âge tous les deux, ils ont le même âge, et ils se plaisent. Et en même temps, Chevetel est jaloux de ce gentilhomme. Il y a une espèce d'admiration, répulsion, une espèce d'amour-haine. Mais on ne le sait pas tout de suite. Madame de la Rouarie est très malade, il faut l'envoyer prendre les eaux dans les Pyrénées. Elle descend avec Chevetel, et au bout d'un mois et demi, elle meurt. Elle est d'ailleurs toujours enterrée. Vous pouvez voir sa tombe, tout ça. Il y a un petit itinéraire, ceux qui ont regardé déjà le livre, à la fin il y a un petit itinéraire, la Rouarie, où vous pouvez le prendre et puis vous balader du nord au sud, et surtout dans cette petite région. Donc Chevetel revient, et il s'installe à demeure. Il est nourri, logé, on le traite comme s'il était un bon copain, et même la Rouarie va lui trouver un poste de médecin auprès du comte de Provence. Et le voilà qui est propulsé à Paris. Et en même temps qu'il est auprès du comte de Provence, il fait la connaissance d'un certain docteur Marat, qui lui est dans l'équipe, si j'ose dire, parmi les médecins du comte d'Artois. Il sympathise, etc. Quand la Révolution se passe, Chevetel, qui est convaincu, qui a fait la connaissance de Robespierre, de Danton, du Boucher-Legendre, de Boissy d'Anglas et de Marat, bien sûr, est conquis complètement par les idées révolutionnaires, peut-être pour des raisons de prestige, parce que on le flatte, et sa jeune maîtresse de l'époque, qui, comme par hasard, avait été 4 ans plus tôt la petite amie, si j'ose dire, de la Rouarie. Vous voyez comment ce Chevetel essaie de se mettre dans les bottes du gentilhomme. Comment La Fleurie. Oui, la Fleurie. Et donc, quand Marat, au moment où le Châtelet, Marat est poursuivi en 1790, on veut le tuer, ce qui aurait été très bien, mais bon, il court, il rentre dans un hôtel qui se trouve, c'était rue des Fossés Saint-Germain. Aujourd'hui, ça doit être, je sais plus comment ça s'appelle, rue des Fossés Saint-Germain aujourd'hui. Bon, bref, la jeune actrice en question le cache sous ses jupes, et il sera reconnaissant, ce Marat, bien sûr, à Chevetel et à cette jeune femme. Et à partir de là, tout va s'enclencher, puisque la Rouarie, qui ne sait pas que c'est un traître,
lui racontera tout. C'est-à-dire que Marat, ce qui est déjà pas terrible, mais Robespierre, qui est le décideur, Danton, autre décideur, savent tout. Quand la Rouarie va chercher ses lettres de l'autre côté, chez les émigrés, hein, contre lesquels il ne cessera de s'élever. On ne quitte pas son pays, on ne quitte pas sa terre. Si vous partez, ils ont gagné. Vous devez rester. Et il demande au comptoir, il leur dit, faites des mots demandant aux nobles, demandant aux gentilshommes de ne pas partir. C'est sur place que le combat va se faire. Alors il a des lettres de créance, etc. Il passe par Ostende, il passe par Vichy, on le reverra par là. Il va chercher quelques armes à Jersey, il y a des armes qui transitent par Saint-Malo. Mais tout ça, Cheftel le sait, et tout ça, Cheftel le raconte. C'est-à-dire que tout ça est connu. Dans le même temps que nos bons amis anglais, et ça c'est le major Scheffner, qui font semblant d'aider, on a vu comment ils nous ont aidés à Quiberon, mais qui font semblant d'aider les royalistes, dans le même temps, dans leur club, dans leur loge de Londres, ils balancent tout aux Jacobins. Donc, tout ça est piégé d'avance. Et là, nous allons arriver, à partir de ce moment-là, on rejoint ce que Jean Raspail nous a dit tout à l'heure, le marquis prend le maquis, il est obligé de se cacher, il va de petit château en petit château, il va dans ces familles qui existent toujours, effectivement, et qui peuvent vous raconter, à la Faux-Saint-Gand, notamment où se sont passées des choses abominables, il se cache, il est avec son major, il est avec son serviteur Saint-Pierre, il est avec sa cousine, il est avec Boisguy, il est avec Pontavis, il est avec tous ces officiers fabuleux, tous ces soldats, il y a des gamins de 16 ans qui prennent des commandements dans cette amorce de la Chouannet, des gamins de 16 ans. Et il y a ce fameux soir où il vient se cacher à la Guillaumarais. Monsieur de la Guillaumarais est un membre de l'association bretonne. On le cache. Il est là avec toute sa famille, femme et enfants. Et on le cache. Il est tombé de cheval. On est en décembre. Il neige. Il fait froid. Saint-Pierre est malade lui-même. On les met dans une petite chambre. Et là, bien sûr, il est traqué. Et un soir, pendant qu'il est quasi mourant déjà de fatigue, il y a un gendarme qui cogne à la porte et la Guillaumarais et qui dit « Attention, ils viennent ce soir ». Donc un gendarme républicain, dont on, hélas, ce bon gendarme, hein, vive les gendarmes, comme n'aurait pas dit Georges Brassens, vive les gendarmes, parce que ce bon gendarme vient les prévenir. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va le cacher, mais on peut pas le cacher, ils vont tout perquisitionner. Ils ont déjà perquisitionné le château de la Rouarie, hein, ils ont tout mis cul par-dessus tête. Ils ont perquisitionné tous les petits châteaux qu'il y a autour, et il y a celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on le prend à bras d'homme, on le met sur un cheval avec une couverture, et on l'emmène chez des paysans qui sont à 800 mètres, hein, moins d'1 kilomètre du château. Puis là, on le met dans un libreton fermé. Les gendarmes républicains arrivent, grâce à l'autre gendarme qui a prévenu, ils ne trouvent rien. Mais en repartant, ils passent par ce petit bourg et par la maison où est cachée la Rouarie, puisque ça sert en même temps c'est un petit estaminet. On sert une petite bolette de cidre, on fait frire un petit peu de boudin noir, on mange un peu d'andouille. Voilà. Donc ils se disent, tiens, on va s'arrêter, il fait froid, on va se réchauffer. Et ils arrivent, et la Rouarie, ils sont là. La Rouarie est dans la pièce, là. Heureusement, la paysanne, admirable là aussi, on a gardé le nom, on raconte cet épisode, on s'y appesantit parce que c'est formidable, des personnages, tu l'as dit tout à l'heure, des personnages d'un courage, d'un héroïsme extraordinaire. Elle a la présence d'esprit de dire, ah messieurs, je vous aurais bien servi à boire, mais vous voyez pas d'inconvénient si c'est plutôt ma fille, parce que j'ai mon frère qui est mourant dans la pièce à côté. Donc, les trucs sont fermés, elle est en dévotion devant le frère en train de mourir, et elle envoie sa fille. Il est utile de vous dire que les Lascars sont plutôt contents que ce soit la cohorte servante plutôt que la vieille matrone. Donc, hop, ça passe comme ça. Ils partent, on le ramène de nouveau en pleine nuit sous la neige, et on le remonte. Et il y a ce fameux épisode où tous les jours il descend, il remonte,
Saint-Pierre va chercher les journaux, lui lit un petit peu ce qui se passe. Et un jour, dans la chambre, 2 jours avant cette mort, que Jean Raspail vous a raconté, cette agonie de son mère, il sent que Saint-Pierre, vous voyez, je suis en train de lire là, et à ce moment-là, il reçoit le soutien de la noblesse locale et il dit, il a sauté quelque chose. Il dit à Saint-Pierre, tu voudrais pas descendre à l'office, il est agenda, tu voudrais pas descendre me chercher un verre d'eau. Saint-Pierre descend, et le temps qu'il remonte le verre d'eau, ils entendent, toute la maison en bas entend un grand cri, c'est cette fameuse commotion, il tombe sur le sol, et pendant 2 jours, il va être dans cette espèce de... Il a lu sur le journal, on a tué l'homme. Donc effectivement, le mal qui le tua fut cette fidélité. Donc, il va mourir. Il meurt dans cette maison. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il faut bien le mettre quelque part, on peut pas déclarer. Alors on fait venir 2-3 médecins admis, je vous raconte pas tout ça parce que c'est dans le livre, des médecins admirables aussi. Ils viennent, on décide d'aller l'enterrer à dos d'homme. On peut suivre. Quand vous allez à la Guillaume-Marais, on a eu la chance d'entrer dans ce salon, cet endroit où la tête de la Roirie a été jetée sur les genoux de Madame de la Guillaume-Marais. On imagine cet escalier, ils descendent, ils passent par la porte de derrière, ils descendent un petit fossé et ils s'engagent dans cette forêt, qui est la forêt de la Hunaudet déjà. On est dans la forêt de la Hunaudet, sombre, la nuit, les corbeaux, le froid, la peur d'être surpris, à peine une lumière. Et là, on le met dans le sol, à même le sol, avec de la chaux vive. D'abord pour éviter que les bêtes ne viennent le déterrer, et puis pour qu'aucune trace ne puisse être retrouvée. Et puis on plante un gui. Parce que M. de la Guillaume-Marais dit comme ça on sait, on le retrouvera quand les événements seront passés, on le retrouvera. Donc voilà. Cheftel et Laligan, l'autre traître de l'histoire, tellement traître que Danton, alors que c'était son homme, Laligan, il envoyait 2 hommes pour surveiller le traître. Et il y avait un 3e homme qui surveillait les 2 hommes qui surveillaient le traître. Vous voyez, c'est quand même un beau panier de crabes. Bon, donc, nouvelle perquisition. Monsieur de la Guillaume-Marais dit, on lui dit, mais pourquoi vous avez fait venir tous ces médecins? Ma fille avait un rhume, une grippe. Ma fille était malade. Bon, ben voilà, hein. Et puis là, par Cheftel, ils apprennent qu'un des serviteurs de la Guillaume-Marais, c'est un pocheron. Alors on le fait venir dans la cuisine, on lui sert un coup, on lui sert 2 coups, on lui met quelques louis d'or, et encore des louis. On lui met quelques louis d'or, et puis il dit, oui, on l'a enterré, je peux vous emmener. Alors, pendant que les Guillaume-Marais sont tous rassemblés, là, chacun, les filles, les garçons sont au combat, déjà. Mais les filles sont là, c'est des jeunes filles, c'est des petites filles, c'est des gamines. Et Madame de la Guillaume-Marais, et puis, il les emmène en fin de soirée, ils trouvent l'endroit, ils sortent le corps, et là, effectivement, un soldat lui tranche la tête, prend la tête par les cheveux, il est très reconnaissable, puisque la description qu'on en fera, son nez un peu aquilin, son visage un peu buriné, il arrive, et par la fenêtre qu'il ouvre, qui donne sur le salon à la Guillaume-Marais, il prend la tête et il la jette sur les genoux dans le giron de Madame de la Guillaume-Marais. Vous imaginez le choc de cette dame qui en deviendra quasiment folle, qui n'aura pas eu le temps de l'être, parce que elle, son mari, Thérèse de Molien, tous ces gens-là, la plupart, les 3 médecins, Saint-Pierre, les serviteurs, tous ceux qui n'ont pas trahi, seront emmenés à Paris. 17 personnes, via Lamballe, et ils seront tous guillotinés. Je ne vous raconte pas non plus l'horreur, parce que souvent on a l'impression de croire que la Bretagne tout entière était royaliste. Ce n'est pas vrai. Rennes, beaucoup de villes, Lamballe, par exemple, étaient tenues par les Jacobins, au moins par la peur. Mais il y a des endroits où ils passent, où on leur jette des pierres, où on essaie de les arracher. Alors les hommes sont enchaînés, ils marchent à pied, les femmes sont dans des espèces de charrettes ou de faux carrosses. À Dreux, ils sont à 2 doigts d'être lâchés. À Versailles, on les met dans la geôle. Versailles, la fameuse geôle, le quartier de la geôle, là où il y a les carrés, les marchés, c'est tout près. On les met là. Et avant,
On les a promenés dans les rues de Versailles, sous les crachats, les pierres, les insultes, les femmes attachées à leurs gardiens, et les hommes traînés comme des ours, comme on montrait. Et on les remet en prison, on les amène à Paris. Je vous passe tous ces détails parce qu'il faut que vous ayez envie de lire aussi tous ces détails dans le livre et l'itinéraire. Voilà. Jean, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et puis on va garder du temps pour quelques petits détails. On peut vous donner plein de détails, il y a plein d'anecdotes. On pourrait rester jusqu'à demain matin, mais on ne peut pas. Alors, tu as quelque chose peut-être à rajouter? Non, pas vraiment. Sinon, c'est la personnalité de Laroirie qui est intéressante parce que bon, on a parlé de sa jeunesse. Enfin, c'est un jeune homme qui court bien. En fait, il a les idées de son temps, mais ça n'est pas un carriériste. C'est ça. Ça n'est pas un. Non, je pense que c'est pas un carriériste, Laroirie. Il s'est laissé porter par l'envie de monter, d'avoir des grades, mais quand on compare à Lafayette, l'un est un carriériste, lui pas du tout, c'est un impulsif. Et il est impulsif toute sa vie, il réfléchit pas toujours beaucoup, il est fondamentalement généreux, et comment dirais-je, il a déjà fait le sacrifice de sa vie, et rien d'autre d'ailleurs, je sais pas. Non mais, c'est ça, comment dire, il est spontané, voilà. Tout ce qu'a fait Laroirie est spontané, et d'ailleurs les petites erreurs techniques, tactiques, le fait qu'il ne se soit pas méfié de cet abominable individu qui pendant 20 ans l'a trompé, ça prouve un manque, comment dirais-je, un manque de maturité qu'il a toujours eu, mais s'il n'avait pas eu ça, il ne serait pas Laroirie. On peut le comparer d'une certaine manière, j'arrêterai aussi, on peut comparer à Charette. Si l'on considère un peu, sinon que Laroirie n'a pas été tué au combat, je crois que l'explication du fait que Laroirie soit oublié, c'est que s'il était mort au combat comme Charette, ou fusillé, hein, comme la Roche-Jacquelin, oui c'est ça, comme la Roche-Jacquelin, ou probablement serait-il resté beaucoup dans la mémoire des Bretons, parce que les Bretons eux-mêmes l'ont oublié. Or les Bretons n'ont pas beaucoup de héros, les Vendéens en ont des quantités, mais les Bretons n'en ont pas beaucoup. Et je crois que c'est ça qui explique l'oubli de Laroirie. Et puis, pour l'oubli des choses, ben, il faut pas s'étonner, comment dirais-je, le goût de l'histoire est en train de quitter nos écoles, de s'en aller de la cervelle des jeunes gens. On dit par exemple, parce qu'Alain parlait d'un film possible, bien sûr, ce sera un film sublime, mais maintenant, il faut savoir que la plupart des films français en costume, au-delà du 19e siècle, sont quasiment refusés par les productions, parce qu'ils se cassent le nez. Voilà. Et ça n'arrivera pas, ça. Peut-être dans 200 ans. Voilà. Non, j'ai rien à ajouter. Ah oui, les Américains, si. Parce que tu as parlé du major, le fameux major, les Américains, voilà. Le major Schaffner, en fait, a repris le combat. Après la mort de Laroirie, il a repris le combat, il est allé chez les Vendéens, il a été arrêté, il a été noyé à Nantes par le fameux Carrier. Pour un Américain, c'est quand même très beau. Or, à ce propos, je fais un rapprochement. Le seul personnage officiel qui, le 21 janvier 1993, se trouvait place de la Concorde, n'est-ce pas? C'était l'ambassadeur des États-Unis. C'est le seul qui soit venu. Eh bien, ils étaient là. Ils étaient là. Voilà. Alors, pour continuer sur ce chapitre-là, parce que, en 2 secondes, parce que souvent, on a une image un peu caricaturale des Américains. Quand Laroirie y était, et quand il y a eu la naissance du premier fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, les Américains, qui pourtant étaient républicains, ont organisé une fête extraordinaire à Philadelphie, où étaient invitées 2500 personnes. On a fêté la fête du jeune roi. Ceux qui ont envie, mais c'est un autre sujet, je pourrais vous indiquer l'endroit où des Américains et des nobles français et de simples Français qui avaient émigré aux États-Unis avaient préparé ce qu'on appelle le French Asylum, l'asile français, où ils avaient tout préparé pour accueillir Marie-Antoinette. C'est un livre que j'ai envie de faire un jour, parce qu'il y a peu de choses, il
il y a un beau document que j'ai trouvé dans une bibliothèque américaine qu'on peut utiliser, qui est un manuscrit qu'il faut déchiffrer. Mais voilà, il y a cet endroit. Et quand vous allez sur place, vous retrouverez, on vous dira, voilà, c'est là où on voulait accueillir Marie-Antoinette. Et vous allez retrouver parmi les gens qui vivent là, qui s'appellent John maintenant, qui s'appellent John Martin, qui sont des anciens Martin, qui sont des anciens Le Perrier, Le Pelletier, etc. Vous retrouvez tout il y avait peut-être 150 familles françaises qui étaient là, qui attendaient Marie-Antoinette. Voilà, il y a cette espèce d'amour au-delà des mers, le roi au-delà des mers. Vous avez lu ce très beau livre de Jean Raspail. Il est là. Jean Raspail et le livre, si vous en avez besoin. Eh bien, ce très beau livre, il y a eu cette espèce d'amour pour la France. Peu de gens savent, par exemple, que en Irlande, où les Français sont très bien vus, il faut dire qu'on est allé leur donner plusieurs coups de main, plusieurs fois. On n'a pas toujours gagné, on a même toujours perdu. Mais il y a une fois où on a mis une raclée aux Anglais, ce qu'on appelle le Castlebar Race, les courses de Castlebar, où on a fait courir les Anglais depuis Castlebar de la côte ouest jusqu'à Dublin. Hein? Et chaque année, les Irlandais célèbrent Year of the French, l'année des Français, chaque année, depuis 1798. Mais il y avait eu à Dingle, il y a une péninsule, la péninsule du Dingle, qui est très belle. Et là, il y a la ville, le port de Dingle. Quand vous allez à Dingle, on vous fera visiter la maison qui était prévue pour accueillir Marie-Antoinette. Parce que 4 Irlandais, 4 insurgés, 4 rebelles irlandais, avaient tout mis au point, tout était prêt. Elle aurait pu partir, elle a dit, si le roi ne vient pas avec moi, je ne pars pas. Mais tout était prêt pour l'accueillir, et si vous allez à Dingle, il y a toujours cette plaque, vous devez être accueilli, Marie-Antoinette. Alors, c'est cette espèce de formidable, Jean Raspail a fait quelque chose de très beau tout à l'heure, vous avez vu quand il vous a parlé de cette vision, hein, la Rouarie qui est mort en 1793, mais qui a vu jusque à Louis et Jean, qui a vu tout ça, qui a eu peut-être cette vision. Ça a été peut-être un de son désespoir. C'est peut-être quelque chose dont nous-mêmes nous mourrons. Dieu nous en garde. Mais c'est quelque chose qui est véritablement au-delà des mers, au-delà de l'explication, au-delà du simple raisonnement. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, dans ce pays où vous ne pouvez pas expliquer que c'est bien d'aimer la France, c'est sûr que de dire qu'un homme est mort parce qu'il a appris que son roi avait été guillotiné, c'est sûr qu'on vous regarde un peu comme un martien. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Comme vous l'a dit Jean Raspail, le cheval blanc est en avant. Ils ne nous auront pas. Pas facilement, en tout cas. Voilà. Si vous voulez, on garde un petit peu de temps pour quelques questions, parce que je suis sûr qu'il y a des gens, j'ai vu monsieur là, il faisait la conférence presque en même temps que moi, parce qu'il connaissait, vous connaissez tout. Et il est né à la Rouarie. À Saint-Ouen? Ah, alors Saint-Ouen. Oh! Oh! Mais je connais. J'y étais cet été. Et j'ai. C'est le propriétaire. Oui, bien sûr, non, mais il y avait votre frère aussi. Votre fils. Voilà, les deux. Il y avait 2 fils. Voilà. Alors, Malo et Diego. Voilà, oui, ah bah, bien sûr. Mais je vous ai vu. Ah bah, voilà, bon. Et ben, je racontais l'épisode des 4 colonels américains. Je m'en souviens. Ah bah voilà. Tout petit. J'avais 10 ans. Mais 10 ans, oui, quand même. J'avais 10 ans, j'ai parfaitement souvenir de 10 ans, alors, vous voyez ce que je vous ai raconté, c'est sous contrôle, là. Et j'en profite pour dire que le château de la Rouarie, qui est fermé en ce moment, qui va rouvrir en avril, et qui ouvre tout l'été, est un endroit extraordinaire, où vous arriverez loin de Saint-Ouen de la Rouarie, finalement, 2 km 700, mais quand j'ai pris cette allée majestueuse, je me suis dit, ils se sont réunis là quand il y a eu la première perquisition. Alors, il y avait un maire, le maire de la Rouarie, lâche comme beaucoup de gens, qui s'appelait Thomas, on le surnommait Lalande.
Thomas dit Lalande, eh bien, il savait pas trop quoi faire parce que il était tenu de servir la République, mais en même temps, il avait un peu les foies. La rouerie, il avait des hommes en armes qui étaient cachés tout autour du château. Il y avait des sentinelles. On n'arrivait pas au château comme ça, pas comme on arrive aujourd'hui. Encore qu'il faut le trouver. Hein. Bon. Mais il faut refaire la pancarte à Saint-Ouen-la-Roi. Alors, donc, il y a ce château extraordinaire. Et une première fois, il va voir la rouerie. Il lui dit, on me demande de vous perquisitionner. Ça vous arrange que je vienne quand? Alors, il y a cette perquisition qui se passe. Alors, bien sûr, on ne trouve rien. Mais il avait fait preuve d'un certain courage, puisque un an après, il sera jeté en prison parce qu'on trouvera, lors d'une seconde perquisition non annoncée, on trouvera un document prouvant qu'il était venu annoncer la première. Donc, on le met en prison et il lui faudra plusieurs semaines pour pouvoir sortir de prison et ne pas être... Bon, il était un peu plus tard, on guillotinait un petit peu moins, donc il s'en tire. Mais tout ça, vous le vivrez. Vous irez dans l'église. Parce que ce Thomas, pour se faire bien voir, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il avait martelé toutes les armoiries de la famille de la rouerie, enfin les tombeaux, au-dessus des tombeaux. Alors la rouerie lui avait dit, vous êtes un salopard, vous avez jeté le cœur de mon père à la fosse commune, je vous aurai un jour ou l'autre. Alors l'autre, monsieur le marquis, ça vous arrange que je vienne quand? Voilà. Donc voilà. Mais tout ça, vous le vivrez sur place. Il faut aller sur place. Ce que vous raconte n'a de sens que si vous avez envie d'y aller et de le vivre. Est-ce qu'il y a quelques petites questions encore? Oui? Oui, je voulais vous demander si, au cours de vos recherches, vous avez pu accéder à un ouvrage qui a été écrit par Guylaine Jurani. Oui, je le connais, bien sûr. Oui. Elle a 102 ans. Oui, ah ben alors, oui, bien sûr. C'est un livre assez intéressant puisque c'est une vision sur la conjuration stricto sensu qui est très bien faite. Oui. Oui. Je voudrais savoir à partir de quelle année les Américains attendaient Marie-Antoinette. C'était à partir de, c'était en 1790, 11 peut-être. Ah oui, bien sûr. Avant le procès, quand on voulait la faire sortir, vous savez qu'il y avait plusieurs complots pour la faire sortir du temps. Le complot de l'œillet, blanc, toutes ces choses-là, le fameux chevalier de Maison Rouge, de Rouge Maison Rouge, toutes ces choses-là. Il y avait plusieurs complots, mais à chaque fois, des complots très bien faits qui auraient pu réussir, mais à chaque fois, c'est elle-même qui a refusé si le roi, parce qu'on pouvait la faire sortir plus facilement, elle était moins, à une époque, moins otage que ça, et on aurait pu, et elle a toujours refusé pour cette raison. D'autres? Oui. Est-ce que vous savez finalement l'orthographe du nom du major Chafner? Alors, en français, chez les Français, il est devenu C-H-A-F-N-E-R. Chez les Américains, c'était S, son vrai nom, S-C-H, Schaffner. Comme Cheftel, vous trouvez Chèvretel parfois. Le vrai nom, c'était Chevetel. Chèvetel. Est-ce que vous avez des preuves vraiment qu'il soit mort? Non. Non seulement je n'ai pas de preuves, mais, je sais pas, vous n'avez pas lu le livre encore. Non. Alors. Non, parce que j'y réponds là. Schaffner, nous le faisons mourir effectivement parce que c'est ce que nous avons trouvé. Mais j'ai un monsieur qui habite près de Saint-Malo, un érudit qui écrit dans des revues, qui m'a envoyé des articles passionnants d'ailleurs. Hein. Il n'a pas écrit de livre, mais tout autour de ça, parce qu'il a une partie de sa famille, comme souvent, qui a vécu ces choses-là, et qui me dit non, je vous assure qu'il n'est pas mort. Il a pu passer à Guernesey ou à Gervais, je sais plus où. On s'est mis dans le livre, on a mis une petite note pour le signaler, et je me promets peut-être l'été prochain d'aller, parce qu'il me dit il y a même sa tombe. Alors je vais aller là-bas. Et ça tombe où? À Jersey ou à Guernesey, me dit-il. On a mis la note, le signalant, vous le verrez dans le livre, je le mets. Il m'a contacté au moment où le livre sortait, mais j'avais d'autres informations. Donc je dis ça. Mais... Moi, je trouve qu'il faut garder les belles légendes. Moi, je trouve enfin, pour sa mémoire, c'est quand même plus triste, bien entendu, mais quand même assez extraordinaire et désolant et magnifique, qui a été noyé par Carrier. Oui, voilà. On gardera ça. Mourir paisiblement à Jersey, comme un banquier.
Oui. devenu, monsieur, le traître chez Alors, le traître Cheftel, il y a un chapitre. Vous verrez dans le livre aussi, il y a ceux qu'ils sont devenus, les bons, les méchants. Alors, Cheftel, il a eu une carrière extraordinaire. Il a été maire d'Orly jusqu'à sa mort. Et il a été honoré, et c'est là que l'on voit que la restauration, parfois, manquait de restauration, si j'ose dire. Il y a un petit livre, vous verrez là, il y a une vie de Louis XVI qui est parue en 1824. 1824, où l'historien qui raconte cette vie, sur cette vie de Louis XVI, cette mort, ce qui a de l'intérêt dans ce petit livre, c'est que ça a été écrit en 1824. C'est-à-dire qu'on est sous la Restauration, on est avec des gens qui ont vécu toutes ces choses-là et qui nous racontent les choses à chaud. Eh bien, ce type-là écrit dans son livre, il dit, si nous continuons comme ça, à honorer la Révolution, à ne pas dénoncer leur théorie, à ne pas dénoncer les traîtres qui ont pris des postes, eh bien, dans moins d'un siècle, on ne parlera plus de la France et des Français. Il s'est peut-être trompé d'un petit peu. Bon, mais bon, voilà, donc c'est ça. Et alors ce Cheftel, eh bien, il va être honoré, il va être fait, il va avoir des décorations royalistes. Alors il y a quand même des gens, il y a des descendants de tous ces guillotinés qui écrivent au roi, si j'ose dire, qui écrivent autour, qui disent il faudrait faire quelque chose. Alors les préfets disent non, il est bien, voilà. Quand il y a une fête royaliste ou quand remonte je ne sais plus qui pour un jeune prince qui est né, il interpelle les préfets du coin parce qu'ils ne sont pas assez royalistes. Il les engueule. Moi, je veux de l'argent parce qu'on va faire dire des messes à Orly, on fait mettre un arc de triomphe, etc. Et il va vivre très vieux. Il va vivre, son actrice va finir par mourir. Et il va se mettre avec une espèce de gouvernante infâme, une vieille sorcière. Et puis, comme il aura quand même des prévarications, il finira par tomber, non pas parce que ça avait été un salopard, mais parce que il faisait un peu il avait de l'argent en Suisse, quoi. Et donc, un peu plus loin. Mais voilà, donc, il finit par tomber et il va finir dans la misère, et il va finir par être quasiment, quand il sortait dans la rue, les gamins lui jetaient des pierres, alors sa vieille gouvernante allait mendier au curé un peu de trucs et tout ça. Mais quand il sera mort, eh bien, il aura droit à des obsèques tout à fait d'édile, de maire d'Orly peut-être 20 ans. Voilà. Un son triste. Oui, c'était un son triste. Encore des questions, si vous voulez. Oui. Existe-t-il une correspondance de la Marie des lettres? Oui. Il n'y a pas grand-chose. On a quelques lettres à sa maman, on a quelques lettres à son oncle, on a quelques lettres de son oncle, on a quelques lettres de Jean, ce qu'il écrivait quand il était aux États-Unis, parce que je suis passé très très vite. Hein. Il est revenu une fois en France, il a fait un emprunt énorme. Il a chargé au Havre, il a trouvé un premier bateau, il a trouvé un second bateau. Il a mis dedans tout ce qu'il pouvait, des armes, des casques, des étriers, des arçons, des selles, tout ce qu'il a pu acheter. Il s'est endetté à hauteur, je crois, de 400 000 livres de l'époque ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a ces documents comme ça, mais on n'a pas de quoi faire un recueil un petit peu. Mais on a des témoignages des combattants français qui étaient avec lui, dont le comte de Chalut, qui était là-bas, qui donne des témoignages très éloquents. On a des lettres de Washington. On a une lettre de la Rouarie à Washington en 1790 où il lui dit c'est mal barré. On a une lettre de la Rouarie invitant Washington à venir à son mariage. Et Washington qui lui dit je viendrai bien, mais j'ai un sanglier sur le feu aux États-Unis. Bon, voilà, on a des choses comme ça. Oui, monsieur. Oui. C'était. Alors, il a été le rédacteur avec le comte de Noyant, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était un vieux monsieur qui avait prêté son nom, mais qui lui disait, moi je ne peux plus aller galoper. Hein, donc, il a été l'organisateur. On donne dans le livre la liste de tous les postes et de la plupart des tu me permets de le récupérer à la fin.
le livre là. Voilà, parce que je l'ai plus, c'est là. C'est le père de la chouannerie. C'est le créateur, parce que son association bretonne, voilà, c'est ce qu'on a appelé, nous, le réseau La Rouarie. Alors, c'était une petite armée. Il y avait des aides de camp. Alors, il y avait son cousin, Germain Tuffin de la Rouarie, qui était le commandant des recrues d'Entrain et de la vallée du Couesnon. Il y avait Aimé du Boisguy, que vous avez cité, qui était président de la division de Fougères, et il y avait Joseph Picot de Limoléon, très beau combattant aussi. Tout ça, c'est des combattants qui, eux, pour la plupart, sont morts au combat. Il y avait son état-major avec le chevalier de Tinténia, qui était officier de liaison Bretagne-Vendée, émigré Angleterre. Il y avait Louis-Joseph de la Haye Saint-Hilaire, qui était responsable de la cavalerie. Il y avait une cavalerie, c'était une véritable armée. Il y avait Charles-Édouard de la Haye Saint-Hilaire, le frère du précédent. Louis-Anne du Pont-Avis, très important, dès le début de l'aventure avec lui. André-Charles Le Bouteiller, qui sera guillotiné. Lésiard de la Villorée, Charles de Boisardy, bien connu aussi, responsable de la division des Côtes du Nord, comme dirait Jean Raspail. Et puis, alors, parmi les membres, qui étaient tous responsables d'une petite cellule, Lamotte de la Guillaumarais, que l'on a bien évoqué, des îles de Combernon, que vous trouverez sous le nom, parfois, des îles. Attaché. C'était l'homme, le monsieur qui était à la fosse Ingan. Là, vous verrez, il y a un chapitre qui s'appelle Le cauchemar de la fosse Ingan. Parce que là, vous verrez aussi les abominations. Et il y a un roman d'Henri Bordeaux, si vous le trouvez, qui s'appelle Les Trois Sœurs des îles. Ce ne sont pas des îles du Pacifique, c'est l'histoire romancée par Henri Bordeaux, très intéressant. Loquet de Granville, Victor de la Baronnais, de Caradec, de la Vieux-Ville, du Bouet de Pébou, Motin de Launay, le Chevalier de Saint-Gilles, etc., Thibaut de la Chaudinet, Colin de la Contrie, apparenté à Charette, du même nom, etc. Vous voyez que c'était un véritable réseau. C'est pour ça que c'est le créateur de la chouannerie qui n'est en rien qui est proche de la chouannerie de Mayenne, c'est ce qu'a fait Jean Cotron, de la chouannerie que l'on verra plus tard en Normandie. Hein, les Normands, on les oublie, mais les Normands ont été peut-être les royalistes les plus politiquement conséquents. Les Vendéens ont été admirables, mais les Vendéens, c'était Dieu et le roi. Les Bretons, c'était Dieu et le roi. Et les Normands, c'était le roi. Hein, Dieu et Dieu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a été des combattants, et ces combattants normands ont été, la chouannerie normande, il y a de beaux livres quand même là-dessus, mais ils sont aussi un peu ignorés. Voilà, écoutez, on peut continuer, puisque je sais qu'on ne se quitte pas sans un verre à la main, me semble-t-il. Je ne sais pas où est Monsieur Chotard. Ah, le voilà. Alors... Merci d'être venus si nombreux écouter Jean Raspail et Alain Sanders. Et c'est avec beaucoup d'émotion en fait, que nous saurons aujourd'hui et que nous allons traiter ce sujet de Marquis de la Rouarie. Car il y a, le 17 octobre, c'est l'anniversaire de la bataille de Yorktown, là où le Marquis de la Rouarie s'est illustré. Et il y a 20 ans, en 1993, avec le comité de la Rouarie, parce que je ne suis pas que président des listes de France, je suis aussi trésorier de la chouannerie mayonnaise, et j'ai fait partie d'autres associations comme le comité de la Rouarie qui n'existe plus maintenant. Et donc c'est sous l'impulsion du comité de la Rouarie que la statue du Marquis de la Rouarie a été érigée à Fougères, comme ça a été dit tout à l'heure. Pour la petite anecdote, donc, comme on vous l'a précisé, donc c'est une fondation américaine qui a financé les 3/4 de l'opération. Et alors, il faut savoir qu'en Bretagne, ou en Mayenne, ou en Ouest, ça sert à rien de faire des élections municipales, tout simplement parce que il suffit de regarder la carte il y a 200 ans, c'est-à-dire là, dans les communes où il y avait des prêtres réfractaires, les municipalités à droite, et là où les curés n'étaient pas réfractaires
Non assermenté. Assermenté, qui vote à gauche. Donc ça sert à rien de vous déplacer l'année prochaine. Vous prenez la carte de ce qui s'est passé il y a 2 siècles et vous saurez l'élection municipale. Ouais. Alors il y a aussi la géographie, c'est très intéressant. Ouais. Là où il y avait le plus de traîtres, Oui. sous la Rouerie, Oui. eh bien les traîtres étaient toujours là pendant la guerre. Ils se sont. Moi je ne veux pas citer le nom de la petite ville où je séjourne depuis 50 ans, n'est-ce pas? J'ai fini par séjourner ailleurs d'ailleurs maintenant. Eh bien, ils ont dénoncé pendant toute la période révolutionnaire tous les messagers qui embarquaient pour Jersey, près du Cap Fresne ou de la baie de la Fresnay, etc. C'était des dénonciateurs abominables. Eh bien, ce charmant petit port, qui est d'ailleurs plus charmant, pendant la guerre a obtenu le meilleur pourcentage de dénonciateurs entre 1940 et 1944. Voilà. Voilà. Comme quoi, il faut apprendre l'histoire. Voilà. D'ailleurs, ils votent à gauche. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc pour la petite anecdote, donc Fougères est une ville qui est une municipalité de gauche, et donc il y avait un petit problème par rapport à la statue. Donc comme c'est les Américains qui finançaient, donc il a été décidé que le marquis serait vêtu en insurgent, et non pas en chouan. Voilà. Donc on a fait cette concession. Mais il y avait un petit problème parce que donc cette statue, elle est située juste à côté de la maison là où le marquis est né, qui aujourd'hui est le tribunal d'instance, qui a été fermé sous Rachida Dati et qui a été réouvert avec l'élection de l'époux de Madame Royale. Donc voilà. Et entre temps, la mairie a fait des travaux. Donc, le tribunal d'instance est revenu, donc maintenant il y a un conflit pour savoir qui doit payer les travaux. Et donc, pour en revenir à la statue, donc il y avait un petit problème avec la municipalité, parce que voilà, pour la gauche, c'est quand même un peu embêtant, surtout une statue, c'est pas une plaque, une statue. C'est une belle statue. C'est une grande statue, très belle c'est une très belle statue. Donc ériger une statue d'un contre-révolutionnaire en pays bleu, c'est un peu de la provocation. Mais le comité de la Rouerie a eu cette intelligence d'esprit de mettre la traduction en français et en anglais. Donc donc en français, le marquis de la Rouerie est héros de la guerre d'indépendance américaine. Et en anglais, en fait, guerre d'indépendance américaine, ça se traduit par Revolution Civil War, quelque chose comme ça. Donc à partir du moment où il y avait le mot révolution, voilà, voilà, donc ça a été accepté, donc on a une statue, et comme quoi ça tient vraiment un peu de choses. Il y a quand même une grande plaque de marbre le long de l'hôtel. Oui, qui a été érigée il y a bien longtemps. Qui rappelle pas mal de choses quand même, c'est pas trop mal. Voilà. Et donc tout à l'heure, malheureusement, j'ai pas pu vous présenter, j'étais pris à autre chose. Donc pour revenir à Jean Raspail, donc je tiens à vous rappeler, donc on est le 17 octobre, donc le lendemain de la mort de la reine. Il y a tout juste 20 ans, c'est Jean Raspail qui a décidé de mener le combat en quelque sorte pour les commémorations du bicentenaire de la mort du roi et de la reine, place de la Concorde. Et ça a été un rendez-vous extraordinaire. On n'a jamais vu autant de monde. Et voilà, donc c'est vraiment grâce à Jean Raspail que ces pages ont été réouvertes. Et que pour la petite anecdote, pour ceux qui étaient là il y a 20 ans, le métro Concorde a été débaptisé Louis XVI. Voilà. Donc et donc le Figaro avait fait sa une sur Louis XVI. Donc tout ça grâce à Jean Raspail, grâce à un homme. Donc je crois qu'on peut le saluer et remercier. Plusieurs journaux de gauche, dans le Nouvel Observateur, ont écrit « C'est quand même insensé que ce Raspail, qui descend d'une famille de républicains, boulevard, et se préside ce comité. C'est scandaleux. C'est scandaleux. »